Vous soutenez la QPC qui a été déposée par l'UNICEF sur une feuille d'inscription. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et puis dire comment vous souhaitez vous mobiliser peut-être encore plus sur cette question-là? S'agissant de la QPC, il ne vous a pas échappé en effet que nous sommes associés à un mémoire en intervention volontaire avec un certain nombre d'organisations étudiantes et d'organisations syndicales des personnels. Donc, il s'agit pour nous, à travers cette intervention, d'une part, d'arriver à ancrer d'un point de vue constitutionnel le principe qui est exposé par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946 sur la gratuité des études. Comment ce principe qui a été exposé à ce moment-là de manière très générale doit et peut se traduire concrètement à travers l'offre d'enseignement et en particulier pour ce qui nous importe d'enseignement supérieur. Et de manière subsidiaire, il y a aussi un deuxième enjeu consistant à savoir dans quelles conditions le montant de ces droits d'inscription doit être fixé. Actuellement, donc, ça relève du pouvoir réglementaire, c'est un arrêté qui est pris par le ministère, donc de manière unilatérale. Nous estimons, avec l'ensemble des organisations qui ont soutenu ce mémoire, que ça relève en application donc, des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 du pouvoir législatif. Quel intérêt ça aurait pour nous, évidemment, vous comprenez bien, c'est qu'à partir du moment où la fixation de ces montants interviendrait, alors peut-être dans le cadre d'ailleurs de la loi de finances, ce sera envisageable dans le cadre d'un texte annuel récurrent, ça nous permettrait, en tant d'organisation syndicale, d'alerter la représentation parlementaire sur les enjeux, sur les difficultés que rencontrent aussi dans leur quotidien les étudiants. Je vous renvoie à l'enquête annuelle que fait l'UNEF à ce sujet, qui montre les difficultés que rencontrent les étudiants pour se loger, pour boucler leur fin de mois. Chose que nous constatons, nous, en tant qu'enseignants, au vu du nombre de étudiants en licence, obligés de travailler, non pas parallèlement, comme on dit parfois, parce que si c'était des parallèles, tout irait bien, mais d'une manière qui les empêche de se consacrer pleinement à leurs études, qui empêche de suivre les enseignements, etc. etc. Donc, vous voyez, hein, derrière quelque chose qui, évidemment, renvoie à des principes de droit, il y a des enjeux très concrets sur lesquels, évidemment, nous estimons être fondés à intervenir. Donc, l'audience, comme vous le savez, sans doute, aura lieu le 1er octobre au Conseil constitutionnel. Nous attendons le verdict de l'institution. Voilà, comme vous l'imaginez également. J'ai une question sur les élections CNU. Sur quels enjeux est-ce que les listes de ces FSU accompagnent? Qu'est-ce que vous avez identifié comme enjeux prioritaires? C'est à nous, non? Vous avez été associé à la préparation de manière directe. Alors, bon, l'enjeu le plus important, c'est que la qualification reste au niveau national. Vous savez qu'il y a eu une tentative que la qualification ne soit plus une prérogative du CNU. Donc, ça, c'était un élément important que nous avons mis dans notre profession de foi. Parce qu'il y avait une attaque de la CPU, notamment sur cette question. Oui, voilà, c'est ça. C'est face aux différentes attaques qu'on a eues. Puis il y a aussi le ministère, aussi, à un moment donné, qui parlait aussi de l'enlever. Et c'est en train de s'orienter maintenant plutôt à un recrutement hors CNU. Ça, on a eu l'information, en fait, à la dernière réunion de concertation le 11 juillet, où c'était sur la professionnalisation de manière générale, et en même temps, Madame Vidal a parlé d'une possibilité de recrutement hors CNU. Donc il va y avoir des discussions entre les organisations syndicales et puis le ministère sur ce point-là.
Donc nous, on est attachés à cette qualification, qu'elle reste au niveau national. C'est une question d'équité entre les collègues. Après d'autres points, après c'est des points classiques de mémoire, oui, parce que je ne l'ai plus en tête. C'est la fiche, je suis en train de regarder. Ouais. Je ne l'ai plus en tête, donc excusez-moi. Mais... c'est aussi d'avoir un fonctionnement du CNU de manière éthique, transparent et bien sûr démocratique. Défendre au sein de la CPNU des règles de déontologie communes à l'ensemble des sections. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons des pratiques qui sont différentes d'une section à l'autre. Et donc nous défendons le fait, alors bien sûr, il faut prendre les spécificités des disciplines en même temps, puisque on a des pratiques en termes de publication qui sont différentes d'une discipline à l'autre. Mais c'est d'essayer d'avoir une pratique d'examen des dossiers qui soit la même entre les sections. Alors, bien sûr, de ne pas utiliser sa position d'élu à des fins personnelles. De mettre en débat les critères d'examen des dossiers. Et puis de diffuser auprès de la communauté les résultats, que ce soit au niveau des qualifications, mais également au niveau des promotions et des attributions, des primes d'encadrement doctoral et également des CRCT, des congés thématiques. Aussi de mettre en débat pour promouvoir l'égalité professionnelle. On a beau être dans la fonction publique, il y a aussi des inégalités entre les hommes et les femmes, notamment lorsque les femmes ont des enfants, il faut s'occuper des enfants, donc de prendre en compte en fait, dans l'examen des dossiers de l'évolution des carrières des femmes qui peut être freinée, notamment du côté familial, à cause des conditions familiales. Aussi de prendre en compte la situation d'handicap. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a accentué dans cette nouvelle profession foi, puisqu'on a des collègues qui sont en situation de handicap. Et donc forcément, leur carrière en termes de production scientifique va aller moins vite, et donc de prendre en compte ces spécificités, de telle manière à les rééquilibrer avec les autres personnes. Alors actuellement, nous avons très peu de congés de recherche thématique. Tu as fait le calcul, je crois que c'était un CRCT par carrière, au mieux. Tous les 200 ans. Ah oui, c'était tous les 200 ans. Alors maintenant, ils ont augmenté un peu, ils ont doublé au niveau du ministère, mais ça reste, peut-être qu'on aura un congé thématique de recherche lors de la carrière, alors que normalement, dans les textes, c'est un congé tous les 6 ou 7 ans. Donc on est encore loin du compte. Pour permettre à tout collègue de faire évoluer ses activités de recherche et de changer de thématique de recherche. Est-ce que le suivi de carrière, c'est un élément important pour... Pardon ? Est-ce que c'est un élément important? Alors le suivi de carrière tel qu'il est actuellement, il ne nous convient pas, puisqu'on ne connaît pas les finalités du suivi de carrière. On commence à entendre dans certains établissements qui se serviraient du suivi de carrière pour faire de la gestion du personnel derrière. Donc il y a une mainmise des ressources humaines dessus. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas pour le suivi de carrière, nous sommes contre le suivi de carrière. Parce que depuis que c'est mis en place, pour l'instant, on ne sait pas à quoi va être utilisé les résultats de ce suivi de carrière. On a constaté en plus que les sections CNU ont remonté des difficultés de collègues, alors notamment la pléthore d'heures supplémentaires à faire, notamment les collègues qui sont en IUT. Il n'y a pas eu d'évolution, des problèmes dans les laboratoires, il n'y a pas eu d'évolution des conditions de travail de ces collègues-là. Donc pour l'instant, on est au statu quo contre ce suivi de carrière. Vous parliez tout à l'heure de la déontologie. Je crois savoir que le groupe déontologie de la CPCNU a eu un peu des difficultés à fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour que cette question soit vraiment prise en compte?
Je pense que déjà, il faut déjà discuter au sein des sections, et puis effectivement, après, travailler dans le groupe être dans le groupe de travail de la CPSNU. Hervé, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, en fin de compte, le souci de la déontologie, bien sûr, tout le monde prône en fait, des pratiques transparentes, éthiques, etc. Ce qu'il faut voir après, c'est que si vous êtes évalué de manière productiviste, on constate qu'il va y avoir des fraudes, que si on évalue en fonction du nombre d'articles qu'on va publier, on va avoir tendance à saucissonner ces articles, on va avoir tendance à les dupliquer, on va avoir tendance à... Voilà. Donc il y a aussi un petit peu, je dirais, une schizophrénie, en tout cas un double langage, à vouloir d'un côté encourager l'évaluation productiviste et de l'autre dire attention, il faut bien sûr que vous soyez très éthique, très déontologue, etc. Donc bien sûr, sur les principes généraux, tout le monde est d'accord. Hein. Maintenant, il faut voir aussi parfois le pouce au crime derrière qui n'excuse pas non plus les fraudes. Hein. C'est pas ce que je veux dire du tout. Mais voilà, qui parfois permet quand même de dire c'est pas forcément les meilleurs moyens qu'on a en effet d'avoir une recherche. Moi j'étais dans une commission disciplinaire, donc en effet quand on voit un article sur la recherche sur le cancer où le gars il a bidonné ses images, on se dit que quelque part en effet c'est quand même grave. Voilà, mais bon, voilà. Ça ne devrait pas arriver, mais je ne pense pas que la personne elle soit foncièrement, comment dirais-je, mauvaise ou voilà. Mais voilà, grâce à ça, il avait eu le poste, hein, grâce à ça, etc. Tout ça, l'article était publié dans les temps. Voilà. Juste sur le CNU, dans le dossier page 8, il y a un petit encadré qui montre que le scrutin se déroule pas tout à fait comme il devrait se dérouler. On attire votre attention sur ce fait, ça veut dire que le ministère, au fond, comme pour les élections antérieures, le ministère des élections professionnelles, se désintéresse un peu de la question au profit des établissements. Du coup, on observe une très grande hétérogénéité dans les modalités de vote, donc ce qui pose un petit problème d'égalité. Et au fond, tout est fait pour que les collègues ne participent pas à ce scrutin et que le taux de participation soit encore plus faible que lors des élections précédentes et que du coup l'institution soit moins considérée. Donc nous, on proteste, on souhaiterait que le ministère s'implique un petit peu plus, fasse respecter ses propres règles, hein, et ne se défausse pas sur les établissements, pour l'organisation d'élections qui concernent des institutions à lesquelles nous sommes très attachés, comme vous le savez. Donc la CPCNU fait un petit peu le même travail de son côté, ils arrivent à peu près à des conclusions similaires, et il est possible qu'ils s'expriment d'ailleurs assez rapidement sur le sujet. Juste pour ce qui est déjà fait, parce que ça a pu intervenir entre-temps. Juste pour être encore plus précis, hein, globalement, actuellement, nos collègues sont invités à aller retirer donc, leur matériel de vote, c'est un vote par correspondance, hein, donc sont invités à aller retirer leur matériel pour certains et avec une date limite, alors que le scrutin court jusqu'au 14 octobre ou 20 octobre, je ne sais plus, je mélange le 14 octobre. Et puis, certains sont invités à aller les chercher à 3 km de là où ils enseignent. Quoi. Donc, il y a vraiment des fortes entraves à la mise en œuvre du vote par correspondance. Hein. Au-delà du fait qu'en plus les professions de foi ne sont pas diffusées et qu'il faut se connecter pour... Voilà, l'information sur les sites des universités très variable. Est très variable, parfois quasi inexistante, parfois plus correcte. Enfin, c'est très insatisfaisant, tout ça. À Marne-la-Vallée, les candidats locaux ont même été surlignés voilà, il y a des initiatives comme ça qui sont originales. Ils ont vite enlevé, hein, Oui. C'était une erreur. Oui, c'est vrai que c'est un outil d'annulation. Alors, un des aspects que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure par rapport à sur quoi on a assisté au niveau du CNU, c'est aussi la diversité des approches sur les thématiques de recherche, également la diversité des approches pédagogiques.
notamment la deuxième partie sur l'approche pédagogique pour l'échelon exceptionnel des maîtres de confort classe. Actuellement, il y a une tendance du ministère de récompenser finalement les enseignants qui vont aller vers les méthodes pédagogiques, de créer des cours en ligne, Utiliser le numérique. Utiliser le numérique à fond, d'accord, de faire de la classe inversée, chercher la classe inversée, etc., qui marche dans certains contextes, mais qui ne marche pas dans d'autres contextes. Et on a actuellement des approches pédagogiques qui sont recentrées, hein, les démarches de projet, etc., et en oubliant les autres approches pédagogiques qui sont également efficaces, hein, ça dépend de ce que l'on veut faire passer comme objectif. Et donc le CNU fait en sorte que ces approches pédagogiques soient très diversifiées et ne soient pas centrées sur uniquement certaines. Et pour mettre en place l'approche pédagogique que veut le ministère, c'est la prime d'engagement pédagogique qui va récompenser, pas forcément ceux qui font mieux passer les messages auprès des étudiants, mais ceux qui développent les approches pédagogiques que veut le ministère, notamment en utilisant beaucoup le numérique. Et le CNU n'a pas de prise sur justement cette prime pédagogique, c'est ça? Alors déjà, bon, nous, le SNESUP est contre ces primes individuelles. Nous, on préfère que ça soit la prime statutaire qui soit augmentée. On avait quand même demandé que ces primes soient vues par le CNU. Et ça a été une demande également de la CPCNU. Refus du ministère. Ça reste au sein des établissements. Donc on voit bien que c'est des primes individuelles pour récompenser certaines personnes avec une politique de ressources humaines derrière. Par exemple, la PEDR, je signale qu'effectivement on fait un examen de dossier, on est dans différents paquets ABCD, mais c'est l'établissement après qui attribue les primes. Donc on est déjà dans une démarche un peu de l'établissement. Et là, la prime d'engagement pédagogique, c'est complètement l'établissement qui le prend en charge. On a été, lors des réunions de concertation, beaucoup à dire qu'on souhaitait que le CNU, il y ait un examen au CNU, et malheureusement, le ministère n'a pas suivi. Je rappelle quand même que cette prime pédagogique elle doit être destinée à 20% du corps, ce qui veut dire quand même qu'il y a 80% des enseignants-chercheurs et des enseignants du supérieur qui seraient non méritants. Ils font mal leur métier. Alors ça commence à se développer à l'université de Marseille. Ils sont déjà en train de distribuer des primes pédagogiques. Et puis également Strasbourg. Donc, ça commence à fleurir dans certains établissements.